Bienvenue dans On Cause, le podcast qui écoute les galères et les rebonds face au cancer. Dans cet épisode, découvrez les témoignages sincères et les parcours de vie de jeunes adultes touchés par la maladie, accompagnés d'un intervenant professionnel. Le tout sans tabou. Ce podcast vous est proposé par le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer. Retrouvez en description tous les liens utiles sur les dispositifs et accompagnements abordés dans l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Cause. Je suis Amélie, l'animatrice du podcast. Aujourd'hui, je vous propose de parler de troubles cognitifs et plus précisément de la mémoire. Parce qu'on parle peu de ces troubles et pourtant c'est bel et bien des séquelles que peut laisser le cancer après la maladie. Heureusement, il existe de nombreuses façons de s'y adapter et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour cet épisode, je suis accompagnée de Bilal qui a 25 ans. Bonjour Bilal. Bonjour. Bienvenue. Et à mes côtés également, Clara Buisson, neuropsychologue. Bonjour Clara. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi d'être venue. Alors pour commencer, Bilal, est-ce que tu peux nous réexpliquer ton parcours et quelle maladie tu as eue ? Oui, bien sûr. Du coup, moi j'ai eu une maladie qui s'appelle une aplasie médulaire. Donc en fait, c'est un dysfonctionnement de la moelle osseuse qui produit mal ou quasi plus de cellules du sang. Du coup, c'est les globules blancs, les plaquettes et les globules rouges. Donc cette maladie, elle est apparue après un épisode hépatique en 2017. J'ai eu un premier traitement à base de sérum anti-lymphocytaire. Ça s'est assez bien passé à ce moment-là. Et j'avais des médicaments, du coup j'avais des immunosuppresseurs pendant très longtemps. Et après en 2021, il y a eu la maladie a commencé à évoluer petit à petit vers un stade pré-cancéreux où en fait la moelle produisait des cellules anormales. Des cellules, je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas c'était des cellules mauvaises qui étaient pas finies et qui pouvaient du coup, si elles proliféraient trop, remplacer les cellules saines. Et donc à ce moment-là, j'ai dû faire une greffe de moelle osseuse. Donc c'était en 2021, j'ai eu ma greffe en septembre. Et puis voilà pour la greffe, donc j'ai eu de la chimio. Et Ok. voilà. Ouais. D'accord. Et avant la maladie, est-ce que tu avais déjà des difficultés de mémorisation ? Au niveau de la mémoire, je trouvais que ça allait. Je n'avais pas trop, je pense pas. D'accord. Donc pas de difficultés à l'école Non, se ça passait va. assez bien. À l'école, j'avais même des facilités, on va dire. Je me rappelle au collège, lycée, où j'apprenais pas forcément mes cours et juste le fait d'écouter en cours, ça m'aidait et j'arrivais à avoir de bonnes notes. D'accord. Donc ouais, ça allait. Et est-ce que du coup c'est après le premier épisode d'aplasie médulaire que tu as senti que la mémoire commençait à avoir des difficultés ou plutôt après à tes 21-22 ans ? Oui, c'était plus après. Je pense que c'était après la greffe, où là, je me suis rendu compte que j'avais plus de mal à retenir les choses. D'accord. Clara, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est les troubles cognitifs et qu'est-ce que c'est neuropsychologue aussi ? Oui, bien sûr. Alors, je vais peut-être commencer par ce que sont les troubles cognitifs. Trouble, ça veut dire difficulté. Et cognitif, c'est tout ce qui est sous-tendu par le cerveau. Donc, notre cerveau nous permet de mémoriser, de nous concentrer, de parler, voilà, choisir les mots. Notre cerveau nous permet de raisonner. Notre cerveau nous permet de prioriser, hiérarchiser, faire des fois deux choses à la fois. Donc voilà, le cerveau est assez fabuleux. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions cognitives, donc la mémoire, la concentration, le langage. Et donc, les neuropsychologues vont aller s'intéresser aux personnes qui ont une plainte. Donc, il peut s'être passé quelque chose, soit par exemple dans l'enfance ou dans le développement. Ça peut être de l'autisme, une déficience intellectuelle ou autre. Mais ça peut aussi être des choses qui sont arrivées plus tard. Par exemple, un accident de la route et le crâne a tapé, traumatisme crânien et donc le cerveau est touché, des AVC ou des maladies beaucoup plus connues qui touchent le cerveau comme Alzheimer, sclérose en plaques, etc. Et il y a des choses qui touchent le cerveau dont on parle beaucoup moins, comme par exemple l'impact des cancers et des traitements. Et donc, le travail des neuropsychologues, ça va être de regarder avec des tests, qu'est-ce qui ne fonctionne plus comme avant, qu'est-ce qui ne fonctionne plus du tout, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et surtout qu'est-ce qui fonctionne encore, soit dans un but diagnostique,
d'aide au diagnostic, soit dans le but de conseiller les patients, dans des aménagements, dans des rééducations possibles, etc., pour améliorer la qualité de vie des personnes qu'on accompagne. Et Donc, qu'est-ce qui engendre ces troubles cognitifs ? Est-ce que c'est le cancer ? Est-ce que c'est les traitements ? Ou il y a d'autres facteurs autour qui l'engendrent également ? Alors, dans le cas des cancers, ce serait fabuleux s'il n'y avait qu'un facteur, parce que du coup, on pourrait peut-être jouer là-dessus. En réalité, il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener les troubles cognitifs. Il y a le cancer en lui-même, qui peut provoquer une réaction inflammatoire qui va aller impacter le fonctionnement du cerveau. Il y a les traitements, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Il y a des études qui ont prouvé, même en imagerie cérébrale, qu'il y avait un impact. Donc, on a comme des chemins dans le cerveau, et ces chemins-là vont parfois être détruits. Donc, ça paraît très pessimiste. On verra après qu'il y a des choses à faire. Mais effectivement, les traitements ont un très, très gros impact, peuvent avoir un très gros impact. Et après, il y a des plus petits facteurs, mais qui ont leur importance. Par exemple, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a déjà été particulièrement stressé avant un examen et qui a perdu tous ses moyens, qui ne trouvait plus ses mots. Donc, on sait que le stress a un impact sur les fonctions cognitives et les personnes qui vivent le cancer ont des stress, c'est même pas intense, c'est extrême. Et ces stress-là vont aller jouer sur les fonctions cognitives. Donc voilà, on a des stress récurrents, ça joue sur la vie, on a les traitements, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Même en rémission, on a ces fameux rendez-vous pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, ces stress poussés à l'extrême vont jouer. La fatigue va jouer. Et là, c'est un cercle vicieux parce que on a besoin de plus d'énergie après un cancer pour mémoriser ou se concentrer. Comme on a besoin de plus d'énergie, on va être plus fatigué. Et le problème, c'est qu'en étant plus fatigué, on aura plus de troubles cognitifs, moins d'énergie pour continuer à se concentrer. Donc la fatigue va vraiment jouer. Après, il y a d'autres facteurs comme par exemple les douleurs dont on parle peu. On s'est rendu compte qu'après les traitements, il y a de plus en plus de personnes qui développent des douleurs articulaires. Et lorsqu'on a mal, on n'arrive plus assez à se concentrer parce que le cerveau doit justement aller calmer cette douleur. Et on a encore moins d'énergie pour mémoriser, se concentrer ou même choisir nos mots. Et après, il y a les réactions, les modifications hormonales qui peuvent jouer. C'est vraiment un tout. Voilà, il y a énormément de facteurs et malheureusement, il n'y en a pas qu'un. Effectivement, les traitements ont un gros impact. Merci pour ces explications, Clara. Et Bilal, est-ce qu'on t'avait parlé de tout ça à l'hôpital ? Est-ce qu'on t'avait prévenu qu'il était possible que des troubles cognitifs apparaissent ? Non, en tout cas, je crois pas. Non, franchement, non, à l'hôpital, on m'en a pas parlé, non. Et c'est à quel moment que tu t'es rendu compte qu'il y avait possiblement un lien entre la maladie et tes difficultés de mémorisation ? C'était à la Ligue, justement, une des soirées qu'ils organisent. Donc là, c'était une soirée pizza. Je pense que c'était un thème spécifique et on débattait sur certaines choses. Et à un moment donné, le sujet est arrivé sur la table. Donc c'était la mémoire et les troubles de la mémoire après le cancer. D'accord. Okay. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il pouvait y avoir un lien entre les deux. D'accord. Ouais, donc c'est assez récent tout de même. Ouais, quand même. Ouais. Et dans ton quotidien, comment ces difficultés se manifestent ? Est-ce que c'est plutôt dans tes loisirs ou dans tes tâches quotidiennes ? Un peu des deux. Dans mes tâches quotidiennes, j'oublie très souvent de lancer une machine ou je le fais le soir ou le matin même en allant dans la salle de bain. Je me rappelle que je devais lancer une machine la veille. Sinon, sinon à côté aussi, dans mes activités de loisirs, par exemple dans les jeux vidéo, ça peut même m'arriver. Par exemple, je commence à jouer à un jeu, je fais des quêtes. Et au final, j'oublie l'objectif principal que je m'étais mis en place et je pars un peu dans tous les sens et j'oublie au final ce que je voulais faire à la base et voilà. D'accord. Et Clara, avant tu nous parlais d'Alzheimer. Est-ce qu'on peut comparer ces deux maladies par rapport aux troubles de la mémoire, évidemment ? Oui, non, c'est une très bonne question que les personnes me posent fréquemment. Alors, ce n'est pas du tout la même chose qu'Alzheimer. Déjà, pour clarifier les choses, Alzheimer, il va y avoir des destructions de chemins dans le cerveau qui vont s'empirer avec le temps. On s'est rendu compte que pour les cancers, c'est réversible. Les études le disent en grande majorité, en tout cas toutes celles que j'ai lues s'accordent là-dessus.
Donc, c'est des troubles très fréquents, les troubles cognitifs, mais tout le monde dit que c'est réversible. Là où je mets un petit bémol, c'est que les études ne sont pas d'accord sur le temps moyen pour récupérer nos fonctions cognitives. La plupart des études disent 1 ou 2 ans, d'autres 2 ou 3, on va dire en moyenne 2 ans après le cancer. Maintenant, j'ai aussi lu des études qui disent, dans de rares cas, il y a des personnes 10 ans après le cancer qui enfin n'ont plus de plainte. Mais 10 ans après, ou même 2 ans, quand on est jeune adulte, quand on est actif, ça a un impact sur notre vie sociale, professionnelle, familiale, et on ne peut pas laisser les personnes sans rien faire, et surtout sans les prévenir de ce qui peut exister ou pas. Donc effectivement, c'est pas du tout la même chose qu'Alzheimer. Au contraire, ça va être réversible. Là où je mets aussi un bémol, alors ça c'est peut-être mon côté un peu tatillon, les études disent toutes qu'effectivement, les plaintes disparaissent avec le temps. Le problème, c'est qu'elles ne vont pas assez dans le détail. Ils ne disent pas, par exemple, si c'est sans rien faire. Voilà, le temps a passé et on a récupéré. Ou si, à mesure que le temps a passé, les gens ont appris à fonctionner différemment, peut-être avec des alarmes, des agendas, ou ont mis des stratégies en place, et maintenant, du coup, ne ressentent plus de gêne et n'ont plus de plaintes. Et c'est là où je dis que c'est vraiment important d'accompagner les personnes, de communiquer sur les troubles, parce qu'effectivement, ça a un gros impact dans la vie quotidienne et il y a sûrement moyen d'accélérer la récupération, au moins de faire diminuer la plainte des personnes qui ont ces fameux troubles. Bilal, de ton côté, est-ce que tu sens qu'il y a une évolution dans ces troubles ? J'ai l'impression que ça s'est aggravé avec le temps, en tout cas avec la maladie. Après, actuellement, je pense pas que ça a évolué. J'ai pas l'impression, en tout cas. D'accord. Alors, comme ça reste récent. Oui, Clara, tu voulais dire quelque chose ? J'en profite pour rebondir. Il y a beaucoup de personnes qui ont le même sentiment. On se tutoie ? Oui. Alors, le même sentiment que toi, Bilal, et qui me disent non, chez moi, ça empire avec le temps. Et en réalité, on se rend compte que souvent pendant la phase des traitements, la chimio, la radiothérapie, les gens sont tellement fatigués qu'ils vont, entre guillemets, se préserver. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire plusieurs choses en même temps, ils vont demander de l'aide, ils vont se dire, là, je fais pas tout ce qui est administratif, je dois me préserver. Par contre, à mesure que le temps va passer quand on est en rémission, plus le temps va passer, plus les personnes vont avoir envie de refonctionner comme avant. Et donc, ils vont se mettre en situation de faire plusieurs choses en même temps, ou vont, je ne sais pas si c'est des jeunes, vont aller chercher du travail, vont atterrir dans le monde du travail. Et du coup, on va se remettre une charge, un contexte qui va faire qu'on va se rendre compte que mais ça, on n'y arrive plus. Oh purée, mais ça, je le faisais avant et maintenant plus. Et en fait, c'est plus le temps va passer, plus on va se remettre en condition d'essayer de refaire comme avant et plus on va prendre conscience de ces troubles. Donc, c'est pas forcément qu'ils empirent, c'est qu'on en prend conscience au fur et à mesure. C'est plutôt ça qui a été démontré. Et au contraire, j'ai des exemples de patientes qui me disent « mais j'arrive pas à lire » et qui lisaient à l'époque des articles scientifiques. Et en fait, quand je les ai vus, donc moi, j'anime des ateliers, donc quand je les avais vus en atelier quelques mois avant, je disais « tiens, c'est drôle, il y a quelques mois en arrière, vous me disiez vous n'arriviez plus du tout à lire, mais rien du tout, vous perdiez le fil. Là, maintenant, vous me dites j'arrive plus à lire des articles scientifiques, j'arrive qu'à lire des romans simples. » Et oui, il y a toujours cette frustration, vous ne fonctionnez toujours pas comme avant, mais avant, vous n'arriviez plus du tout à lire, et maintenant, vous arrivez déjà des romans simples. Et donc, il y a encore cette frustration, mais avec le temps, on récupère et on s'en rend compte. Et il y a vraiment des choses à faire pour améliorer cette récupération. Je voulais juste rebondir, pardon. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Et je me tourne toujours vers toi, Clara. Est-ce que la mémoire est toujours forcément impactée ? Alors, la mémoire n'est pas toujours impactée quand on a un cancer. Il y a des personnes qui vont avoir des troubles importants et d'autres, on ne sait pas pourquoi, qui ne vont pas du tout développer de troubles. Donc, on n'est pas tous égaux. C'est comme pour le stress. Il y en a qui vont être très sensibles au stress, d'autres pas du tout. On ne sait pas encore pourquoi. Mais donc, voilà, la mémoire peut parfois être touchée, d'autres fois pas du tout. Mais c'est des troubles qui reviennent fréquemment. En tout cas, les études s'accordent toutes à dire que c'est au moins plus d'une personne sur 2 qui développe des troubles cognitifs, attentionnels ou de mémoire. Il y a même des études qui vont plus loin en disant plus de 70%. D'accord. Si je peux me permettre j'ai encore un petit temps. Tu parlais avant de la mémoire. Là où les neuropsychologues vont avoir aussi leur utilité, c'est qu'en réalité, il existe plusieurs mémoires. Et on a des mémoires qui vont être préservées.
même après un cancer, même après des traitements, et d'autres qui peuvent être impactées. Juste pour vous donner un exemple, on entend souvent parler de mémoire auditive, donc les mots, ou de mémoire visuelle. Donc c'est la mémoire des choses qu'on voit et qu'on doit retenir. C'est pas les mêmes mémoires, c'est pas au même endroit dans le cerveau. On a une mémoire à court terme, donc c'est retenir des choses sur 2 ou 3 minutes. On a une mémoire à long terme. Et encore, dans ces mémoires, il y en a plein. La mémoire à court terme, on a la mémoire de travail. Donc ça, c'est par exemple quand vous faites un calcul. 2 plus 6 plus 4, on fait 2 plus 6. Et pendant qu'on fait ce travail, il faut retenir plus 4. Cette mémoire, par exemple, la mémoire de travail va souvent être impactée dans les suites d'un cancer. Dans la mémoire à long terme, il y en a aussi tout plein. On a même une mémoire du futur. Alors, en fait, on s'en rend tous compte. La mémoire prospective, c'est « j'ai rendez-vous demain chez le coiffeur. Je me souviens que j'ai ça à faire ». Bref, il y en a un tas, la mémoire olfactive, etc. Toutes les mémoires, en tout cas, ne sont pas touchées et il y a des choses à faire et c'est là où c'est important de pouvoir en parler. Si certaines sont touchées, d'autres sont préservées et on peut s'appuyer sur celles-ci. Il faut pouvoir du coup identifier lesquelles sont touchées pour pouvoir proposer un travail adéquat en fonction, j'imagine. En tout cas, ça aide de les identifier pour pouvoir après mettre des stratégies en place pour s'appuyer sur ce qui est encore préservé ou pour recréer des nouveaux chemins dans le cerveau. Voilà, pour améliorer sa mémoire. Voilà, petite digression. Non, merci, c'est très très intéressant. Bilal, je me tourne vers toi. Est-ce que tu en parles à ton entourage de ces difficultés? Est-ce que tu leur expliques que ça provient de ta maladie ou pas forcément? Non, pas forcément en fait. J'ai toujours été un peu comme ça, tête en l'air, etc. Donc je pense pour eux, ils pensent que c'est peut-être un trait de caractère. Puis avec le temps, j'apprends un peu à faire avec, donc au final, ils s'en rendent pas forcément compte ou ils pensent que c'est pas grave, je crois. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu des reproches? De la part de mes proches, non, je pense pas. Mais sinon, oui, d'autres personnes de l'extérieur, des amis ou des connaissances, oui, ça a pu déjà arriver. Quel type de reproches? Est-ce que tu Ben, as des exemples? Oui, c'est surtout pour retenir des anniversaires ou les choses qui ont été dites que j'ai oubliées, des choses importantes. C'est surtout là-dessus. Ouais, et ça peut être une source de conflit, ou ils arrivent quand même à faire la part des choses? Si, quand même, ça peut être une source de conflit, ça dépend des personnes. Mais en général, si c'est juste des connaissances, ce sera une source de conflit, mais ça ira pas plus loin parce qu'après, en général, ces personnes-là, je les revois plus. Donc, bon. Ok, d'accord. Mais effectivement, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Les gens qui ne savent pas que ça existe et que c'est pas juste toi, pas juste un trait de caractère. Alors peut-être que déjà avant tu oubliais, ou peut-être que déjà avant tu avais une inattention particulière. Mais en tout cas, avec ce que tu as vécu, ça a pu encore impacter. C'est à toi de sentir s'il y a une différence entre avant et après. En tout cas, les études le montrent. C'est peu reconnu encore en France, mais pour te donner un exemple, dans d'autres pays, déjà dans les années 90, après la chimiothérapie, il y en avait qui décrivaient un espèce de brouillard. Et ça a même eu un nom, ça s'appelle le chemofog ou chemobrain, pour dire le brouillard du cerveau, voilà, le brouillard chimique. Et donc, des personnes qui décrivaient déjà des troubles. Il y a l'imagerie médicale qui a vraiment montré ça, qu'il y a effectivement un souci dans le fonctionnement cérébral et que, voilà, il y a une réorganisation qui se fait, en tout cas qui peut se faire. Donc oui, souvent c'est minimisé, où on dit c'est que là, t'es pas concentré. Ou... Ouais. Et effectivement, l'attention va jouer sur la mémoire, mais non, c'est pas juste dans ta tête. Et si tu sens une différence entre avant et après, c'est qu'il y a eu un impact. Ça a été prouvé par les études et on commence enfin à en parler en France et j'espère que ça va continuer. C'est On aussi espère. pour ça qu'on fait le podcast. Exactement, exactement. Oui, Bilal, donc Clara, tu nous disais par exemple, tu as certaines patientes qui ont l'impression que ça s'empire, qu'elles ne progressent pas. Toi, Bilal, est-ce que ça joue sur ton estime de toi-même, ces difficultés? Tu as l'impression, c'est un mot assez fort, tu as l'impression d'être nul, de ne pas pouvoir retenir des choses? Oui, clairement. Clairement, parce qu'en fait, ça me touche directement, le fait que j'essaye de retenir des choses et au final, je les oublie. J'ai l'impression de
enfin, ouais, comme tu as dit, d'être nul, voire même d'être un peu bête, quoi. Donc, des fois, ouais, c'est un peu ce que je ressens. Ouais. Mm. Il y a aussi un travail de rassurer le patient, j'imagine, Clara, d'expliquer. Exactement. D'expliquer, c'est la première chose. Et après, heureusement qu'il existe des personnes vers qui vous pouvez vous tourner. Tu peux te tourner. Donc, il y a les orthophonistes, elles, qui sont remboursées, mais qui ne sont pas toujours sensibilisées aux troubles cognitifs suite au cancer. Il y a des neuropsychologues. Maintenant, ça, c'est pas encore remboursé. Maintenant, il y a de plus en plus d'ateliers, ou en tout cas d'associations qui permettent d'accéder à des neuropsychologues. Il y a par exemple la Ligue du cancer du Bas-Rhin, mais il y a aussi des associations comme Oncogite. Alors, je ne promeux pas ça parce que je n'y travaille pas, mais je trouve ça assez fabuleux. C'est une plateforme sur Internet et toutes les semaines, il y a des rendez-vous. Et c'est pour entraîner justement l'attention et la mémoire. C'est en visio, en groupe, avec un neuropsy, mais qui a été formé au cancer et aux troubles. Et c'est vrai que je trouve ça assez génial. Et donc là, on peut échanger sur qu'est-ce qu'il existe, les techniques, etc. Par exemple, on parlait avant des différentes sortes de mémoire. Il y a une chose quand même commune à toutes ces mémoires, c'est leur fonctionnement. En réalité, pour retenir des informations, il faut 3 choses. La première chose, c'est capter l'information, y être attentif. Par exemple, un ado qui est devant la Switch ou devant une série télé et son parent arrive pour lui demander de mettre les chaussettes dans le bac à linge, il est clairement pas concentré, il est pas attentif, il va même pas enregistrer l'information. En fait, ça paraît naturel, mais il faut vraiment pouvoir être attentif et concentré quand on veut retenir. C'est la première chose essentielle. La deuxième, c'est de ranger, de stocker dans notre cerveau l'information. C'est comme le mettre dans une petite bibliothèque, voilà, pour le maintenir. Et le troisième processus, c'est la récupération. La récupération, pour donner un exemple, si tu croises quelqu'un dans la rue et que tu ne retrouves plus son prénom et que tu es là, oh purée, mais je le sais, tu sais que tu le sais. Tu sais que tu l'as en tête. Et des fois même, tu vas le retrouver plus tard. Donc, il est là, il a été encodé, on l'a capté, on l'a enregistré, mais il faut pouvoir le récupérer. Et ça, c'est le troisième processus. Et on s'est rendu compte que dans les suites d'un cancer, quand on a des soucis sur l'une ou l'autre des mémoires, c'est toujours sur l'encodage, donc le fait de capter et d'être attentif, et sur la récupération que ça va poser problème. Généralement, si on a capté l'information, on arrive à le stocker. Et du coup, quand on est en atelier, on peut quand même travailler sur ces processus, le fait de retenir et le fait de pouvoir récupérer. On va pouvoir mettre en place des stratégies, les tester, et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on peut récupérer du coup plus rapidement et améliorer du coup notre mémorisation. Donc voilà, je parlais des différentes sortes de mémoire, mais en réalité, il y a des choses à faire et je comprends ce sentiment d'être... alors, elle utilisait le mot nul, mais en tout cas, cette frustration de ne pas pouvoir faire comme avant. Ça, c'est terrible. C'est terriblement frustrant et effectivement, souvent, il faut apprendre à fonctionner un peu différemment et recréer de nouveaux automatismes. En tout cas, on en apprend plein de choses dans cet épisode. Je sais pas toi, Bilal, mais moi, je sais pas tout ça. Ça va aussi. C'est très intéressant. On commence à parler un peu des stratégies, des techniques. Est-ce que toi, Bilal, tu as mis en place des techniques pour pallier à tes difficultés de mémorisation ? Oui, je note beaucoup de choses. J'ai commencé à noter là depuis quelques années sur mon téléphone ou même sur un petit carnet. Je note à peu près tout, donc déjà les rendez-vous, c'est obligé. Je le mets dans mon agenda. J'ai une notification, ça dépend du rendez-vous, soit une semaine, soit 2 jours avant ou 1 jour avant. Donc ça, obligatoire. Sinon, après, juste genre les films que j'ai vus, ça, je le note, parce que je sais qu'à chaque fois, j'oublie. Les séries aussi, etc. Mais du coup, ouais, non, j'ai commencé à tout noter. Et franchement, ça facilite la vie quand même. Est-ce que tu fonctionnes aussi par to-do list pour savoir ce que tu dois faire dans la journée ? Non, pas trop. Je suis pas trop fan de ce truc parce que j'aime bien organiser mes journées en fonction du feeling de la journée, quoi, quand je me réveille. Donc, en général, si j'ai pas de choses à faire obligatoirement, je vais pas noter. Je vais laisser D'accord. mon imagination faire. Voilà. Oui, ça dépend des personnes. Chacun fonctionne comme il le souhaite. Et est-ce que tu as déjà fait appel à un professionnel pour t'accompagner dans ces troubles ? Non, pas encore. J'hésite à le faire parce que je me dis que là, actuellement, c'est pas la priorité, on va dire. Et puis, je sais pas combien de temps ça va durer, s'il y a un accompagnement
qui dure très longtemps. Là, tout de suite, je me sens pas prêt à investir du temps pour le moment. En fait, c'est très très important ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut être prêt et le vouloir. Il y a des personnes qui vont avoir des difficultés, qui vont voir un décalage entre avant et après l'annonce, les traitements, etc. Mais ça ne va pas plus les embêter que ça dans leur quotidien. Ou en tout cas, ils ont déjà réussi à mettre des choses en place et pour le reste, tant pis, c'est pas important. Dans ce cas-là, si ça vous va, continuez comme ça, ne perdez pas votre énergie. Par contre, s'il y a des choses qui vous frustrent terriblement ou qui vous empêchent, je sais pas, de commencer un travail ou de reprendre un travail, de suivre une formation, de, je sais pas, suivre une conversation avec vos amis et que vous commencez à en perdre, que là, ça impacte vraiment votre vie, n'hésitez pas à venir trouver des professionnels et je vais aller plus loin, à en parler. Mais il y a aussi les autres personnes qui ont vécu ça et qui ont mis en place des stratégies ou des petites choses qui pourraient vous aider. Et des fois, juste échanger avec des personnes qui ont notre vécu, ça permet de se dire « Ah ben tiens, lui, il fonctionne comme ça, il a eu cette idée, je vais le tenter. » Et des fois, on n'a même pas besoin de professionnels. Donc, juste aller à des associations pour, je sais pas, vous aimez le rameur, vous allez faire du rameur. Il y a des festivals de jeux vidéo, on y va et on commence à en parler. Et rien que ça, des fois, ça peut débloquer. Mais il faut oser en parler. Et ça, c'est peut-être la partie la plus difficile. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous donner quelques techniques, quelques stratégies que tu proposes à tes patients? Quelques-unes, voilà. Alors, en réalité, avant même de parler de technique, il y a le fait de prendre conscience de ces difficultés. Souvent, on dit on a des problèmes de mémoire. Moi, je parlais déjà de différentes mémoires. On dit j'arrive pas à rester concentré. Ok, mais alors, on va s'observer. Est-ce que c'est par exemple quand on a faim? Là, on n'est plus du tout concentré, on n'a plus d'énergie. Est-ce que c'est tout au long de la journée? Est-ce que, au contraire, en début de journée, on est super efficace en général et par contre après plus du tout? Ou alors nous, on a besoin d'une mise en route et après on est efficace? Voilà, il y a des petites subtilités suivant les personnes. C'est intéressant déjà de prendre conscience des difficultés de façon plus ciblée. Ensuite, il y a ce que Bilal a réussi à faire spontanément, aménager son environnement. Voilà, il disait, il prend des notes, il s'est mis des rappels, des alarmes. Le plus difficile des fois, c'est quand on prend tout en note, de s'en sortir pour ne pas tout mélanger. Mais effectivement, avoir toujours des post-it avec un stylo à côté du téléphone, ça devrait être quelque chose qu'on met en place tout de suite. Avoir un petit calepin toujours sur soi, c'est aussi utile si on a besoin de noter quelque chose, l'agenda, des choses comme ça. Et après, dans un dernier temps, il y a s'entraîner ou se rééduquer. Et là, il existe des techniques tellement variées que ça va dépendre des personnes. Et c'est là où aller parler avec d'autres ou aller parler avec des professionnels, ça peut aider. Par exemple, ce qui fonctionne pour une très grande majorité de personnes, c'est quand on doit retenir des choses verbales, des mots ou des tâches à faire, de se créer une image mentale. Parce qu'on va associer ce qui est auditif, ça c'est un côté du cerveau qui travaille, avec ce qui est visuel, c'est un autre côté du cerveau qui travaille. Et si on active l'ensemble du cerveau, on a plus de chances de récupérer les informations. Maintenant, se créer une image, c'est un peu abstrait quand j'en parle comme ça. Il va y avoir différentes façons de le faire et des techniques beaucoup plus efficaces que d'autres. Ce qui est intéressant, c'est dans les ateliers ou que ce soit Oncogite ou autre, d'aller tester qu'est-ce qui fonctionne pour chacun. En réalité, ce qui fonctionne de façon générale, c'est de faire un travail sur ce qu'on doit retenir. Prendre de l'énergie pour, ok, là je me pose et je vais organiser l'information. Vous allez déjà avoir besoin de plus d'énergie pour retenir. Beaucoup de neuropsy dans des bouquins, etc. vont conseiller de s'entraîner régulièrement comme de retenir justement les listes de courses. Je mets un gros warning devant parce que si vous êtes dans une optique de reprendre le travail ou que vous avez des très grosses difficultés, ne perdez surtout pas votre énergie à retenir une liste de courses. Gardez votre énergie pour les choses vraiment importantes. La mémoire n'est pas illimitée. Déjà en temps normal, c'est une maladie de ne pas oublier. C'est une maladie terrible. Donc l'oubli est normal. Et vous, maintenant, ça va vous demander encore plus d'énergie. Donc, il va falloir cibler. Si vous pouvez noter ou utiliser des choses comme ça, allez-y. C'est pas que ça ne va pas entraîner votre mémoire. Au contraire, vous allez garder votre énergie pour autre chose. Par exemple, vous garez votre voiture dans un supermarché, le parking est grand. Prenez 2 minutes pour regarder où vous êtes garé. Voilà, il existe plein de choses, mais surtout, osez en parler. Oui, il faut personnaliser l'accompagnement après tout. C'est pour ça que là, on donne plusieurs idées. Ça ne va pas marcher forcément pour tout le monde. Par exemple, Bilal, tu n'en as pas encore parlé, mais je le sais parce qu'on a discuté avant. Tu es aphantasique. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est ?
En gros, la fantaisie, c'est un trouble, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. En gros, pour moi, c'est impossible d'imaginer quelque chose en fermant les yeux. Donc, en gros, quand je ferme les yeux, c'est juste noir et je peux rien imaginer. Donc, pour apprendre, en général, j'ai un peu de mal, surtout quand j'étais petit et qu'on me disait d'apprendre, par exemple, les tables de multiplication et qu'on me les faisait à l'oral et qu'on me disait imagine ça, machin, genre, j'ai jamais réussi à le faire. Et par contre, en même temps, j'ai quand même une mémoire visuelle. J'ai plus de facilité quand je vois les choses que quand je les entends. Mais du coup, je peux pas me les imaginer, quoi. En fait, c'est se créer une nouvelle image qui n'existe pas, mais le visuel va des fois t'aider. Donc, dans ce cas-là, écrire, ça peut déjà faire la mémoire du geste, et en plus, tu le vois, ça renforce quelque chose que tu vas retenir. Le fait de le répéter ou des choses comme ça. En tout cas, il existe aussi des astuces. Il n'y a pas que le visuel. Et partir sur les choses que les personnes aiment, ça aide aussi. Alors effectivement, quand on est motivé, on a forcément plus d'envie et plus d'énergie. Et c'est souvent quelque chose que je conseille à mes patientes. Mettez votre énergie dans les choses que vous aimez en premier. Ça va vous aider à récupérer, à recréer des connexions et des chemins dans le cerveau. Donc toi, Bilal, tu aimes les jeux vidéo, j'ai entendu. N'hésite pas à y aller parce que effectivement tu vas peut-être plus facilement développer des stratégies pour essayer de retenir, tiens, c'est ça la quête, ou ça va être ça mon objectif, maintenant j'essaye de le retenir, je vais l'écrire quelque part, ou je vais essayer ok, ça me fait penser à ça, il faut pas que je le perde de vue, cet objectif, ok, ou tu vas te le répéter régulièrement et ça va t'aider et ça va même te faire travailler ta concentration, le fait de devoir tenir sur le jeu vidéo. Maintenant, ça peut être des choses comme la cuisine. La cuisine, ça demande tellement de capacités cognitives que c'est juste fabuleux. Ça peut être aller marcher dehors, ça peut être faire de la méditation. Ne vous obligez pas à faire un tas de choses, mais commencez par ce que vous aimez. De toute façon, notre cerveau est là pour nous aider et on en a besoin. Donc, ça va aller mobiliser des choses et ça va nous réentraîner. Tout ce qu'on peut faire pour diminuer le stress, la fatigue, ça va déjà aider. Voilà, je reste un peu générale, mais... le temps est limité. En tout cas, que ça t'éclaire, Bilal. Oui, clairement. Donc, si ça t'éclaire déjà toi, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent également, on va pouvoir clôturer l'épisode. Mais j'ai une dernière question pour vous deux. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, qui rencontrent possiblement justement des difficultés de mémorisation dues à un cancer? Bilal, en premier. Déjà, je pense déjà que vous pouvez commencer à noter les choses. Au bout d'un moment, ce sera un réflexe, donc ce sera que bénéfique. Et voilà, parlez-en autour de vous. Faites pas comme moi. Et voilà, tout ira bien. Merci, Bilal. Clara, est-ce que tu as un dernier conseil ou un message à faire passer? Alors, concernant la mémoire, c'est vraiment cette idée qu'elle n'est pas illimitée, que votre énergie va déjà être utilisée pour beaucoup de choses. Donc, de choisir ce sur quoi vous voulez vraiment mettre votre énergie, ce que vous voulez retenir. Et si c'est par rapport aux troubles cognitifs de façon plus générale, ce serait que non, vous n'êtes pas fou. Il y a des études qui le prouvent. Et il y a des moyens de se faire aider avec les associations, d'autres professionnels, les rencontres, etc. Donc, non, c'est pas juste dans votre tête. Ça existe bel et bien et il y a des choses à faire. Merci Clara. C'est vrai que les pertes de mémoire, ça peut faire peur. Ça peut arriver pour tout le monde, qu'importe le parcours, qu'importe les traitements, ne vous sentez surtout pas anormaux ou fous comme tu l'as dit. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à vous faire accompagner. En tout cas, au comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer, nous proposons des ateliers de mémoire dans nos locaux pour justement travailler sur des stratégies afin de contourner ces difficultés, notamment dans le cadre de la reprise du travail. Les troubles cognitifs, ça perturbe le quotidien, mais comme on l'a dit, il est toujours possible de trouver des solutions et de s'y adapter. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode qui était très très intéressant. Et nous, on se retrouve une prochaine fois et merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci de m'avoir reçu. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, aidez-nous à le faire connaître en parlant et en le partageant autour de vous. Retrouvez toutes les actions menées par le comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer sur nos réseaux sociaux et sur notre site ligue-cancer.net. Toutes nos activités et services sont gratuits. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est la seule association qui se bat sur tous les fronts de la maladie. À bientôt pour un prochain épisode.